Je suis heureux de pouvoir introduire un de ces derniers échanges du festival Résonance autour de la figure d'André Aubet, un auteur dramatique mis en oubli, et évoquer la patrimonialisation aussi de son œuvre. Je suis très heureux d'accueillir aussi Marie Sorel et Sophie Gaillard, toutes les deux docteurs ès-lettres, toutes les deux maîtres de conférences, agrégé de lettres et maître de conférences, pour Marie à la Sorbonne, pour Sophie à l'université d'Avignon. Vous avez toutes les deux donc soutenu une thèse qui avait trait au théâtre. Pour Sophie, une étude sur les écrivains et les metteurs en scène à l'école du cartel, l'épreuve de la collaboration, et pour Marie, une thèse consacrée au jeu chez Henri de Monterland. Donc, vous n'avez pas directement étudié Aubet dans vos travaux de recherche, mais la figure d'Aubet vous a très tôt fasciné. Et notre première rencontre date d'il y a environ 3 ans. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais je me souviens très très bien du contenu d'une longue conversation téléphonique sur le fonds André Aubet de la bibliothèque municipale. C'était Sophie qui était au bout du fil, je pense, avec un gros projet de colloque consacré à André Aubet, le premier, je crois, qui lui était consacré, même s'il y avait eu déjà des petits soubresauts commémoratifs dans la ville de Douai. Marie parlait tout à l'heure d'une malédiction Aubet. Effectivement, le colloque a été annulé en décembre 2019 à cause de la grève SNCF, puis à nouveau en mars 2020, où il avait été reprogrammé à cause de la situation sanitaire. Mais il va bientôt sortir tout de même un très très beau volume rassemblant les communications qui auraient dû être présentées lors de ce colloque. Alors, on va commencer par là. Peut-être est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur ce projet de colloque et pourquoi avoir choisi de consacrer un colloque à André Aubet. Merci. Marie, je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui m'avais appelé, je me souviens très bien, pour dire « Allez, on y va, on se lance ». Donc, je te cède la parole. Merci Sophie. Effectivement, André Aubet fait partie en fait des auteurs qu'on croise dans les recherches, souvent en note de bas de page ou une simple allusion en fait. Et Sophie et moi avions envie en fait d'en savoir un peu plus sur cet écrivain qui est vraiment une figure très importante de l'entre-deux-guerres, de la littérature de l'entre-deux-guerres, et qui a, on l'a découvert en fait au fur et à mesure de nos recherches, qui a beaucoup écrit dans différents domaines et qui a aussi pratiqué différents genres littéraires. Et on a été, Sophie et moi, assez séduites, curieuses aussi, de savoir un peu plus sur cet écrivain tombé dans l'oubli et qui pourtant a eu une très longue carrière. Hein. Il a commencé à écrire en 1919 et il écrit jusque dans les années 70. Et même si sa trajectoire est déclinante, il a beaucoup produit et il a collaboré avec des artistes très importants. Hein. Bien sûr, on pense à Jacques Copeau, grand réformateur du théâtre, on pense à Jean-Louis Barrault, on pense à Pierre Dux, on pense à Peter Brook, qui a mis en scène son adaptation de La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams, etc. Donc c'était ce paradoxe, je pense, qui nous a intéressés, Sophie et moi, à savoir une figure très importante de l'entre-deux-guerres, qui a beaucoup produit, qui a collaboré avec des personnalités très importantes et qui est tombée dans l'oubli. Et c'est cette réflexion, en fait, qui peut s'appliquer à d'autres auteurs qu'Aubet, qui nous a intéressés. Hein. Comment on passe d'auteur majeur à auteur mineur, voire oublié. C'est cette réflexion-là aussi qui nous intéressait de poursuivre. Sophie, je pense que tu veux sans doute ajouter aussi quelques éléments, mais... Oui, alors je parlerai aussi à titre personnel, puisque vous savez que quand on se lance dans des travaux de recherche, et on sait qu'ils vont nous prendre du temps, il faut qu'on ait une sorte d'affection avec l'auteur. Et moi, je me souviens très bien que je rencontrais toujours le nom André Aubet et je n'arrivais jamais à accéder au fond. J'avais appris qu'il y avait une très très belle correspondance de Copeau et d'André Aubet, et puis pendant à peu près 4 ans, je n'ai jamais eu accès à ces lettres. Donc il y avait une sorte de frustration autour de cette présence
un peu spectral d'Aubé qui venait hanter mes travaux et qui, Marie aussi, a hanté les tiens. Et il nous a semblé qu'il ne fallait pas réparer une injustice, mais en tout cas comprendre cette fabrique des injustices. Et moi, je suis très, très heureuse que ce volume soit publié, puisque je crois qu'on ne va pas pouvoir répondre à la question hein, comment on passe d'auteur majeur à auteur mineur, mais au moins, on va peut-être mettre en valeur une pratique, enfin des pratiques d'un écrivain polygraphe, et faire de cet Aubé fantomatique peut-être le Aubé ressuscité. Si vous voulez, il a travaillé sur Lazare, ce personnage qui ressuscite. Je crois peut-être qu'avec l'apparition du volume, Aubé aura une place qui lui revenait dans l'histoire littéraire. En tout cas, voilà, il va trouver, je crois, sa place aux éditions Honoré Champion. On est vraiment ravis de pouvoir publier ce volume. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur André Aubé, puis un peu les grandes étapes de son écriture? Effectivement, c'est un polygraphe qui a touché à de nombreux domaines, mais est-ce que vous pouvez un peu structurer le cheminement qui est le sien dans l'écriture? Je pense que ça peut être une réponse à deux voix, là, à mon avis, hein, mais en tout cas, je pense déjà que c'est une carrière très longue, hein, des années 20 jusqu'aux années 70, c'est quand même 50 ans d'histoire littéraire. En fait, André Aubé entre, le paradoxe est qu'il est plutôt connu, quand il est connu, pour son théâtre, alors qu'en fait, il n'a pas pratiqué uniquement l'écriture dramatique. Hein. Il entre en littérature par l'écriture romanesque et par la chronique. Il a écrit Jean, tu pourras encore mieux en parler que nous, hein, des romans qui sont en lien avec sa région natale, avec Douai. Et puis, il a écrit également une pièce de théâtre en collaboration avec Denis Amiel, 2 pièces plus exactement, La souriante Madame Bedet et La carcasse, des chroniques dans l'Impartial français dans les années 20, et puis progressivement, notamment avec cette rencontre avec Jacques Copeau, hein, rencontre qui a été mythifiée aussi par la suite, il s'est tourné plus exclusivement vers le théâtre, même s'il n'a jamais complètement délaissé d'autres médiums et d'autres pratiques. Nous avons par exemple dans notre volume une contribution qui porte sur la production radiophonique d'Aubé, qui était un auteur très curieux pour différents médias, et notamment pour le médium radiophonique. Et c'est un auteur en fait qui n'a cessé... il est polygraphe, comme le disait Sophie, parce qu'il a pratiqué différents genres littéraires. Moi, je le qualifierais même de polyartiste, parce que en fait, sa vie, son œuvre ne se nourrissent pas exclusivement de littérature au sens étroit du terme, puisqu'en fait, il est intéressé, je le disais, par la radio, mais aussi par des pratiques, bien sûr, comme le sport et la musique. Et je parle de polyartiste parce que pour Aubé, l'art est un sport. Et il a vraiment fait dans ses chroniques, notamment, la promotion d'un art sportif. Et ça, par exemple, nous avons 2 contributeurs dans notre volume, Federico Lazzaro et Thomas Bauer, qui abordent en fait ces liens entre littérature, musique et sport dans l'œuvre d'Aubé. Peut-être Sophie, tu souhaites bien sûr ajouter... Oui, effectivement. Puis il y a aussi Catherine Steinegger qui travaille sur les relations entre, enfin, l'amitié tissée entre Henri Dutilleux, grand compositeur, et André Aubé, que vous connaissez. Peut-être aussi rappeler que même dans sa façon d'occuper le champ théâtral, c'est-à-dire que même dans sa façon d'être un écrivain de théâtre, Aubé a pu nous étonner parce que, donc, Marie a rappelé qu'il a d'abord une carrière de romancier, de chroniqueur, et en même temps, il écrit La souriante Madame Bedet en théâtre en 1921, donc il a 29 ans, il est très très jeune, donc ça commence très rapidement. Et donc, je disais, dans sa façon d'être écrivain de théâtre, on voit qu'il a été un peu de touche à tout, pas seulement dans les genres radiophoniques et autres, mais aussi dans sa façon d'être écrivain de théâtre. D'abord, il a donné sa chance
à ce qu'on a appelé des collaborations au sens strict. C'est-à-dire qu'il a collaboré avec Denis Amiel pour écrire La souriante Madame Bedet. Même chose pour La Carcasse. La Carcasse, il est encore très très jeune, puisqu'on est à la fin des années 20. Donc, Marie est en train de regarder, mais je pense qu'on est à la fin des années 20 pour la Carcasse. Voilà. Donc, il a travaillé en duo. Et puis après, il s'est dit, non, mais moi, je vais travailler comme on travaille dans le sport, je vais travailler en équipe. Donc, il se propose de répondre à l'appel de Jacques Copeau, qui est de devenir le Molière des années 30, c'est-à-dire de s'attacher à une compagnie qui est la Compagnie des 15. La Compagnie des 15, dirigée par Michel Saint-Denis, va accueillir Aubé et ensemble, ils vont créer des pièces, mais qu'on pourrait qualifier aujourd'hui presque de pièces de plateau, parce que quand il écrit Don Juan en 1930, il va réécrire la pièce au contact de la scène. Quand il va écrire Noé, ça va être pour Michel Saint-Denis, pour Suzanne Bing, etc. Donc, il est vraiment comme Molière, vraiment au contact du plateau. Et puis après, à la suite de certaines brouilles, notamment avec Copeau, mais aussi avec Michel Saint-Denis, au milieu des années 30, il se sépare de la Compagnie des 15, qui va aussi péricliter. Et là, il va devenir cet auteur dramatique peut-être plus précaire, puisqu'il s'agira cette fois de donner des pièces à des metteurs en scène de renom, qui sont tentés d'accepter ou de refuser. Ce qui fait qu'il n'a plus du tout la même pratique, il s'éloigne des planches, ce qui va lui être peut-être un peu préjudiciable, parce que il me semble que Aubé a besoin d'être nourri par le contact des praticiens pour si vous voulez, pas assagir sa plume, mais instruire sa plume des contraintes scéniques. Et donc, il va devenir cet auteur qui va donner ses pièces, et il va être, si bien qu'il va être un petit peu pris au gré de la bonne volonté des metteurs en scène. À partir de 1951, Barrault, qui vient d'essuyer un four avec Lazare, lui dira non mais stop, on arrête. Donc il va perdre ses soutiens qui sont les metteurs en scène très importants à l'époque. Et il me semble que donc, dans sa façon même d'être écrivain de théâtre, Aubé a connu différentes modalités de s'inscrire d'inscrire son œuvre dans le répertoire, et il va peut-être souffrir de ces passages de régime collaboratif, de régime collectif, et puis après de régime solitaire qui lui porteront peut-être un peu préjudice. Mais là j'extrapole, j'essaie déjà de répondre à la question qui est présente. Alors, dans les pièces que vous avez citées, on reconnaît un certain nombre de références littéraires, Noé, Lazare, la référence à la Bible, bien sûr, Don Juan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la thématique qui était celle du Festival Résonance, auteur et lecteur, c'est-à-dire quelles étaient les lectures et de quelle manière ces lectures ont-elles fécondé un petit peu l'écriture et la création d'André Aubé? Alors, si je peux intervenir sur ce point, c'est qu'effectivement, Aubé est un écrivain qui se représente lui-même comme lecteur. Il a tendance à exhiber ses sources, ses lectures, notamment dans le paratexte, dans les préfaces de ses œuvres. Et bien sûr, les mythes sont omniprésents chez Aubé, hein, que ce soit la Bible, l'Antiquité, etc. Et il fait très souvent référence à ses pratiques scolaires. Lorsqu'il était enfant, il faisait des versions ou des compositions, des thèmes, etc. Et il se présente aussi beaucoup comme un intercesseur, comme un passeur de patrimoine, un passeur de littérature classique. Il aime se présenter comme un modeste traducteur de Shakespeare qui met ses pas dans les siens et qui traduit son œuvre. Donc, que ce soit aussi pour la littérature étrangère, parce qu'en fait, il traduit également, il adapte 12 hommes en colère de Reginald Rose et La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Donc, c'est aussi un auteur qui aime se positionner comme un intermédiaire, comme un passeur. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans le théâtre d'Aubé. Il y a beaucoup de figures de récitants ou de médiateurs qui font l'intermédiaire
entre le public et les personnages. Et je trouve ça assez savoureux de se dire que Aubé lui-même s'est souvent positionné comme un médiateur et comme un intermédiaire. Clara Debar, l'une des intervenantes qui consacre un chapitre du volume aux relations entre Aubé et Copo, mentionne, comme je le fais d'ailleurs, l'influence aussi qu'a eu Kipling. Je dis ça parce que ça peut paraître plus anodin, mais c'est une lecture d'enfance qui a durablement marqué l'auteur. Et j'avoue que quand je suis allée à Douai voir le fond Aubé et que je suis tombée sur les photos de Noé, bien sûr, Noé, hein, on pense aux animaux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que peut-être qu'il y avait eu une sorte de croisement dans les références entre voilà, la référence biblique et le livre de la jungle. Oui, j'ajouterais que Aubé est non seulement un grand lecteur, mais en plus, il est sans cesse lu par les textes qu'il lit. Si bien que les adaptations qu'il propose sont souvent ses sa propre façon de s'inscrire dans l'acte de lecture. Par exemple, quand il réécrit Juan, alors forcément, il va lire Tirso de Molina, il va lire Molière, voilà, il va lire de grandes adaptations autour du mythe de Don Juan. Mais en plus, quand il va réécrire ce mythe, on va vite voir que Juan, c'est lui. Alors, Aurélia Gournay consacre une étude sur le mythe de Don Juan, et elle montre très bien que Don Juan est né en 92. Alors, 92, ça peut être 1892, l'acte de naissance d'Aubé. On peut aller plus loin. Quand il réécrit le Noé, c'est la figure d'un patriarche qui a du mal à gérer ses fils. Bien sûr que Noé fait partie de cette compagnie des 15 qui a tendance à disputer l'autorité du maître. Donc, moi, ce qui m'a passionnée, c'est de voir qu'il nous invite à nous lire dans la réécriture qu'il propose, qui est elle-même une relecture des mythes. Et je trouve que plus qu'un lecteur, Aubé, c'est aussi un hyper lecteur ou quelqu'un qui accepte d'être entièrement lu par les textes. Et je trouve que ce passage fonctionne très, très bien. Oui, et pour prolonger, Sophie, cette idée, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Aubé alimente aussi une lecture biographique de son œuvre sur certains points. Et quand on adopte, et là le volume nous permet d'avoir une approche transversale de son œuvre, et quand on a cette approche transversale avec ses différentes pratiques d'écriture, ses écrits de jeunesse, ses écrits de maturité, etc., il est vraiment assez fascinant de voir comment l'auteur va reprendre certains épisodes, certains personnages, certaines figures d'une œuvre à une autre. Je parlais tout à l'heure de Kipling, voilà, on a le Kipling qui se déplace par touche d'une œuvre à l'autre, sur le mode parfois de la simple allusion. Même chose pour le sport, hein. Il ne faudrait pas penser que le sport se cantonne au récit ou purement sportif ou aux chroniques purement sportives d'Aubé. On a des petites allusions au sport qui parsèment toute l'œuvre. Je crois, Sophie, qu'on s'était fait aussi cette réflexion autour du beffroi de Douai, qu'on retrouve dans les romans et dans Don Juan, il me semble. Oui, c'est ça, c'est que le gardien de la ville, donc le beffroi à Douai, se retrouve, me semble-t-il, incarné dans cette figure de l'homme de cendre, ce gardien du temps qui arrive et qui sonne le temps, donc toutes les heures qui va rythmer comme ça la pièce. Mais Marie a très bien fait de souligner qu'il y avait en effet des réécritures qui font de l'œuvre d'Aubé une véritable œuvre. Si on la prend de façon rétrospective, on voit qu'il y a une cohérence qui, malgré la diversité, malgré toutes ces médialités, on trouve une cohérence. Et alors, de la même façon qu'on va retrouver le beffroi, on peut par exemple retrouver Don Juan dans Lazare. Donc, Don Juan, la campagne d'écriture commence quand même en 1929. Et il me semble qu'elle se termine en 1951 avec Lazare. Je pense qu'elle l'occupe à peu près 30 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il écrit une première mouture de Don Juan, et puis c'est joué en 31, ça se passe très bien. La pièce est reprise en Angleterre, il fait « non, c'est pas ça, je vais retravailler ». Donc, il y a une deuxième campagne d'écriture. Et puis, quelques années plus tard, il soumet le texte à Jouvet. Donc, comme il a une âme de tripatouilleur, il réécrit un autre texte.
Copo prend la pièce, mais alors il la retravaille à deux, ça devient le trompeur de Séville, 1936. Et puis, non, vraiment, lorsqu'il sort, il quitte la Comédie Française, il se dit que c'est toujours pas ça le trompeur de Séville. Donc, il réécrit une autre pièce qui s'appellera L'Homme de Sambre en 1949. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en 1951, il offre à Don Juan un 5e acte. C'est Lazare, c'est Don Juan qui est mort, comme vous le savez, devant la statue du commandeur, et puis qui renaît en Lazare et qui vient faire la leçon à Jésus en lui disant que la mort, c'est pas si compliqué au fond, et qu'il y a une certaine libération que la vie ne peut pas apporter, et qu'il est bien dommage d'être sorti de tombe. Donc je trouve comme ça que si vous voulez, même à la fin de sa vie, Aubé, il me semble qu'il est mort le jour où il devait lire un manuscrit qu'il n'avait pas terminé, Trois soldats morts, et il était encore en acte d'écriture. Et il faudrait absolument accéder à ce manuscrit pour voir peut-être qu'on retrouve encore la figure de Don Juan ou autre. Donc c'est une sorte de plume intarissable qui est vraiment... oui, séduisante, enthousiasmante, et qui se déploie à l'infini. Alors, dans l'écriture de Bay, il y a une forme de paradoxe entre la fascination pour la figure du héros et puis peut-être aussi une manière de se détacher de l'héroïsme ou de ce que le théâtre classique, en tout cas, ou la littérature classique attache à l'héroïsme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'écriture d'Aubé et le choix qu'il fait des personnages et des... Je me permettrai de revenir sur cette question de l'héroïsme parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. Il est tout de même très attaché à la lecture des élisabéthains et même des classiques, à cette figure du grand. Ça, c'est évident. Et même dans Don Juan, l'héroïsme est présent. Et en même temps, il écrit dans son temps et il est suffisamment cynique pour sans cesse tourner en dérision la figure de Juan, la figure des grands. C'est évident. Mais en même temps, à cette question donc, de fascination et de mise à distance des grands héros, il me semble que Aubé est tout de même mal à l'aise avec la question de la psychologie. Parce que le premier Don Juan, si vous voulez, c'est une coquille vide. Moi, j'ai accédé au manuscrit Saint-Denis et je peux vous affirmer que la représentation de 1931 donne une image de Don Juan qui n'est pas du tout celle de l'homme de Sambre. C'est une coquille vide basée sur un comique de répétition. En fait, Don Juan n'est même pas un séducteur, c'est un violeur, tout simplement. Et puis, on voit que la Seconde Guerre mondiale ayant obligé André Aubé à peut-être envisager autrement l'homme, ou en tout cas à obliger sa plume à entrer dans une réflexion plus mature ou plus philosophique, on voit que la psychologie revient. Au fond, lorsque dans L'Homme de Cendre, tout le monde lui dit mais tu es une sorte de trompeur, comme il l'était dans Le Trompeur de Séville, on voit bien que ça ne marche pas. C'est le trompeur trompé, c'est le personnage qui est sans cesse aliéné par l'idée qu'on se fait de lui, donc d'un mythe, et qui ne s'en sort pas et qui ne va trouver de solution que dans la mort. Et je trouve que ce retour de la psychologie, qui est complètement anachronique avec la production de l'époque, puisque après-guerre, on ne nous raconte plus d'histoire. Beckett dit, bon, bah, c'est fini tout ça. Hein. Eh bien, Aubé, lui, va redonner ses chances à cette figure du héros qu'il avait d'abord tourné en dérision. Et ça, je trouve que c'est tout à fait passionnant. Oui, et pour prolonger cette réponse, Sophie, je dirais que pour lui, effectivement, il y a très souvent, enfin, et c'est ce qui fait aussi, je pense, le style d'Aubé, c'est cette mise en présence, cette cohabitation de la grandeur et du prosaïque, voire du trivial. Et ça s'en ressent vraiment dans le style d'Aubé, puisqu'on a à la fois un style très littéraire, pour ne pas dire rhétorique parfois,
désuet, et je dirais qu'il y a presque une complaisance dans l'anachronisme hein, chez André Aubé, qui va parfois avoir des tournures très, très désuètes, très lettreuses, et en même temps, on va avoir des onomatopées. Par exemple, Benoît Baru, dans l'une de ses contributions sur Noé, fait un relevé vraiment amusant et éclairant de toutes les onomatopées qu'on peut trouver dans Noé. Et on a vraiment des onomatopées complètement délirantes et insolites, à côté d'onomatopées plus conventionnelles. Et voilà, cet attachement aux parlures, aux accents, au parler populaire, au parler, entre guillemets, des animaux, comme dans Loire, par exemple, avec la parlure du hibou. Donc, c'est cette volonté de faire coexister du grand théâtre littéraire et en même temps une forme de théâtre populaire. Au sens où, voilà, je ne m'embarquerai pas dans la définition de théâtre populaire et tout ce qu'elle sous-entend, mais dans une sorte de fidélité, je dirais aussi, à Douai, à l'idée aussi de montrer que finalement, ceux qui sont aux premières loges sont parfois des personnages périphériques, sont parfois des personnages auxquels on ne prête pas attention. Ce petit garçon, Bimbin, dans Le Gardien de la Ville, il est aux premières loges, il voit tout ce qui se passe dans Douai occupé, par exemple. Et c'est intéressant de voir, pareil, pour les récitants dans Le Viol de Lucrèce, ces personnages a priori mineurs, ou cette famille de boulangers dans La Fenêtre, pièce radiophonique, où cette famille assiste à la mise à mort de Jeanne d'Arc. On ne voit pas Jeanne d'Arc, mais tout est filtré par le point de vue de cette famille de boulangers. Donc, comme si voilà, on avait quand même à la fois une quête de grandeur, et je trouve ça quand même amusant de se dire que le premier livre qu'il écrit, c'est sur les Gaillans, c'est sur les géants douaisiens quand même, donc la figure du grand. Il parle aussi du grand Will très souvent dans le paratexte pour désigner Shakespeare, bien sûr. Du coup, il y a vraiment ce fantasme de grandeur qui fait d'Aubé, je pense, un classique, et en même temps, cette volonté d'aller voilà, voir du côté des parlures, des accents, du français un peu moins académique. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur l'écriture d'Aubé. On va peut-être maintenant affronter la question de la mise en oubli, qui était censée nous occuper pour cet échange. Donc Sophie nous a déjà donné une petite piste à suivre avec la carrière un peu mouvementée d'André Aubé, mais quelles vous semblent être peut-être les raisons de sa mise en oubli actuelle? Alors, je me permettrai de prendre la parole, mais en sachant que là, je vais porter la voix de tous les contributeurs, et notamment de celle de Jean-Yves Guérin, puisqu'il consacre une étude qui est liminaire, hein, qui est la première place dans l'ouvrage, qui traite de cette question. Et il montre bien qu'il n'y a pas une raison unique. Et d'ailleurs, toutes ces pistes sont des hypothèses, puisqu'on ne peut pas avoir de maîtrise et puis de connaissances approfondies des lois du chant théâtral. C'est trop mouvant, et voilà. Bon, voilà pour les précautions. Mais il me semble que, au fond, André Aubé, comme l'a rappelé Marie, a été un auteur majeur de l'entre-deux-guerres, mais rappelons que cet auteur majeur de l'entre-deux-guerres est très très jeune. Je disais qu'il fait jouer sa première pièce en 1921 quand il est très très jeune, il a 29 ans. De la même façon, il entre à la Comédie Française à 34 ans. Donc c'est un auteur très jeune et c'est un auteur majeur, si bien qu'après la guerre, cet auteur très jeune a toute une carrière devant lui, mais il est attaché à l'arrière-garde, à Giraudoux, qui est mort en 1944, à Gide, à Claudel, aux auteurs de la NRF, groupe qu'il n'a pas pu intégrer parce qu'il était trop jeune, ou aux auteurs du Vieux Colombier, et Clara Debar a montré qu'il n'avait pas été joué au Vieux Colombier. Donc, il est très vite, après-guerre, le garant d'une tradition théâtrale, et en plus, il est devenu administrateur de la Comédie Française, donc il est attaché à la maison de Molière, alors même qu'il a encore une œuvre à faire. Et donc, ces débuts tapageurs, si on pense à La Carcasse, qui a tenu quatre représentations et qui a été vraiment supprimé de l'affiche parce qu'on a jugé la pièce antimilitariste il
il y a une figure de général qui est tournée en dérision. Bref, toute cette jeunesse et toutes ces audaces d'Aubé, audaces qui se retrouvent en 41, Pascal Lécroix montre dans le volume que c'est pas rien de jouer 800 mètres, une pièce où il y a très peu de paroles, c'est presque un mimodrame dans le stade de Roland-Garros. Donc, toutes ces audaces, finalement, vont être éclipsées parce qu'il devient un auteur majeur de l'entre-deux-guerres et qu'après-guerre, ça n'est pas de bon goût. Pourquoi? Parce qu'après-guerre, si vous voulez, le chant théâtral, vous avez d'un côté les héritiers du cartel qui ne veulent plus vraiment jouer Aubé, sauf Barrault jusqu'en 51. Et puis vous avez les Brechtiens qui sont pour un théâtre engagé, politique, à partir de 54. Et puis Aubé, non, la question politique, elle est diffuse, notamment dans une pièce Ultimatum qu'il faudrait publier, mais elle n'est pas majeure. Donc, il y a un problème de rendez-vous manqué dans le champ théâtral. Il arrive trop tard et le rendez-vous est manqué. Ça c'est, si vous voulez, pour avoir une sorte de regard, de hauteur de vue par rapport aux dynamiques du chant. Mais on peut se demander aussi si l'écriture d'André Aubé, qui aime la tradition, n'est pas perçue par les universitaires qui vont faire l'histoire littéraire, n'est pas perçue comme quelque chose qui ne serait pas assez séduisant. C'est vrai que il écrit à l'époque de Beckett comme un Giraudoux, par exemple, pour le dire grossièrement. Donc, les universitaires ne vont pas lui donner une fortune manifeste. On peut se demander si les thèmes tels que la mort, les motifs, par exemple les mythes, sont encore aujourd'hui d'un intérêt majeur pour ce qui se fait dans les études actuelles. On peut aussi imputer la mise en oubli d'Aubé à ce que je disais, c'est-à-dire le manque de soutien de la part des metteurs en scène. Quand Michel Saint-Denis part en Angleterre, la carrière d'Aubé portée par Michel Saint-Denis n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le travail, Jean, ton travail, celui aussi de Françoise Bruno en 85, tout ce travail des intermédiaires, des acteurs de l'histoire littéraire, en les personnes des conservateurs, des bibliothèques, qui vont essayer de redonner une place à des disparus. Donc voilà, là ce sont quelques idées, hein, je les donne comme ça, mais il me semble qu'il y a une sorte de grand malentendu entre une production et une réception qui a maintenant une cinquantaine d'années et qui n'a pas trouvé d'aura particulière auprès notamment des universitaires, puisque Aubé pourrait tout à fait être enseigné en licence, il pourrait tout à fait être enseigné dans le secondaire et ce serait très intéressant. Et voilà, je pense que le passage ne s'est pas fait. Pas encore, du moins. Marie, j'oublie des choses hein, parce qu'on en parle hein, dans l'introduction. Non, tu as passé vraiment beaucoup d'hypothèses et de pistes en revue. Je pense que tu as tout à fait raison de souligner que la longévité de la carrière d'Aubé explique en partie, je m'excuse de cette métaphore sportive, mais une sorte d'essoufflement aussi de la part d'Aubé, une difficulté à se renouveler et effectivement le rafraîchissement des mythes après-guerre, comme tu l'as dit, est jugé anachronique, il y a une forme de lassitude du public. Après, je pense qu'il ne faut pas isoler Aubé, il y a d'autres auteurs comme le Normand ou comme Achard qui subissent la même mise en oubli. Je pense aussi au fait que le travail de traducteur, aujourd'hui, nous portons un regard sur la traduction comme œuvre. Le texte de traduction est une véritable œuvre. Je ne suis pas persuadée qu'à l'époque d'Aubé, il y ait une telle légitimité de la traduction. Donc voilà, Aubé peine à faire œuvre en traduisant pourtant, excusez du peu quand même, Tennessee Williams ou Reginald Rhodes, qui sont vraiment 12 hommes en colère, qui sont vraiment devenus des classiques. Je pense également que la littérature sportive, hein, là je me réfère notamment aux études de Thomas Bauer ou de Myriam Boucharin, qui a écrit un ouvrage collectif voilà, autour du sport. Et je pense que la littérature sportive aussi est très connotée années 20, années 30, et que bien sûr, elle célèbre des exploits des sportifs et qui sont circonscrits dans le temps. Et c'est difficile de vieillir
en fait, pour la littérature sportive. Et il y a des exceptions, mais on a très peu de classiques en littérature sportive. Et le choix d'Aubé de s'atteler à ce thème explique aussi peut-être que c'est un auteur qu'on va trouver dans les anthologies sur le sport, par exemple. On va avoir 1 ou 2 pages, mais en tant qu'anthologie, justement. C'est presque un geste un peu muséal pour dire, voilà, certains auteurs se sont intéressés au sport. Et pour rester sur le sport, je pense aussi que, et bien sûr, là, je m'appuie sur l'investigation qu'a menée Pascal Lécroard dans son étude, dans notre volume, autour des suppliantes et de 800 mètres. Malheureusement, il y a eu dans la réception posthume de cette pièce, 800 mètres, un gros malentendu qui a assimilé cette œuvre qui se déroulait en plein air, avec des athlètes, avec des comédiens jouant des athlètes nus, avec une célébration du corps. Bien sûr, il y a eu un télescopage entre cette représentation et malheureusement la politique de Vichy. Et avec cette célébration du corps, et c'était, si vous voulez, très, voilà, ça a été très mal perçu par la suite, cette alliance du théâtre, du corps, du sport, qui bien sûr est connoté très négativement et qui renvoie aussi parfois à une idéologie de la virilisation et la régénération de la nation, ce qui n'était pas du tout l'optique de Barrault et d'Aubé lorsqu'ils mettent en scène 800 mètres. Mais là, je pense que, et Pascal Lécroard le montre très bien dans son article, il y a eu des raccourcis, en fait, des relectures hâtives et parfois même fautives qui ont porté préjudice à Aubé. Peut-être aussi ajouter que le fonds Aubé, difficile d'accès, alors je ne dis pas celui de Douai, mais le fonds des œuvres, des correspondances, il y a des correspondances qui ont été vendues au Canada, par exemple, portent préjudice à l'œuvre, puisqu'il est très, très difficile. Vous voyez, moi, je voulais travailler en 2010 sur André Aubé, je n'ai pas pu. Il est très difficile de mettre en valeur un auteur quand les fonds ne sont pas toujours accessibles. Et ce que disait Marie sur la réception malheureuse de 800 mètres, je la partage, puisque je me souviens très très bien avoir dit, quand je voulais travailler sur André Aubé en 2010, un professeur d'université de renom m'avait dit « Ouh là là, pas ce nazi, mais ce collabo ». Ce qui allait bien avec mon sujet, qui travaillait sur les collaborations, alors qu'en fait, c'était collaboration comme attelage. Mais très vite, on me laissait entendre que Aubé, alors qu'il a participé à des petits actes de résistance, alors qu'il a mené dans la politique culturelle tout le programme de la résistance en matière théâtrale. Voilà, il y a vraiment une réception qui est extrêmement malheureuse. Celle de 800 mètres porte vraiment en tâche vraiment la figure d'Aubé, et en 2010, c'était encore très, très prégnant. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots pour conclure cet échange, après lequel nous aurons aussi échangé avec le public. En quoi est-ce que vous jugez qu'Aubé peut figurer dans le patrimoine littéraire français? Quelles sont les raisons de redécouvrir peut-être cet auteur? Alors peut-être que pour redécouvrir cet auteur, il faudrait pouvoir le lire. Et là, c'est un gros problème qui est que je salue les rares initiatives qui ont permis qui nous ont permis en tout cas de lire et de découvrir Aubé. Par exemple, la maison d'édition lilloise Miroir, qui a réédité dans les années 90 Le Joueur de Triangle, qui est le prix Renaudot en 1928. Il faut saluer également l'initiative de la maison d'édition parisienne Fluo, qui a réédité le coffret olympique, à la fois 800 mètres et l'orgue du stade et d'autres écrits sportifs d'Aubé. Mais voilà, la première chose qui se pose ici, c'est pouvoir lire Aubé. Donc là, c'est aussi, je prolonge l'appel de Sophie il y a quelques minutes, c'est-à-dire que là, je pense que c'est vraiment aussi aux enseignants, aux éditeurs, aux universitaires, aux critiques de se saisir de cette œuvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais si tu penses à d'autres médiateurs qui auraient leur rôle aussi dans cette
dans cette transmission des écrits d'Aubé. Je te rejoins et je me dis que paradoxalement, l'œuvre la plus connue d'Aubé, c'est celle qu'il aurait bien voulu jeter dans les corbeilles, c'est La souriante Madame Bedet. Et pourquoi cette œuvre est reconnue? Parce que le film dans les années 20 est disponible tout simplement sur YouTube. Vous pouvez très bien, là, à la sortie de cette conférence, regarder, ça dure une trentaine de minutes, La souriante Madame Bedet. Et donc je trouve que effectivement, la médiatisation de l'œuvre, elle est essentielle. Je pense aussi que faire entrer Aubé dans le patrimoine national littéraire, c'est audacieux, mais ça pourrait être préjudiciable. Pourquoi? Parce que, alors, c'est extrêmement rare, le patrimoine national littéraire. Quand on fait quelques recherches, quand on interroge le ministère pour savoir qui se rassemble pour élire les pièces, sur quels critères, on n'a pas beaucoup de réponses et je ne trouve pas d'équivalent actuellement. Mais il semblerait que cette inscription dans le patrimoine national littéraire ait été faite à la faveur des Jeux Olympiques, puisque Aubé serait le représentant d'une littérature sportive. Et d'ailleurs, tous les athlètes qui sont partis au JO en Angleterre avaient avec eux Aubé, c'était le manuel offert. Donc, il y a une sorte de récupération politique qui peut être savoureuse, mais la difficulté, c'est de faire du patrimoine quelque chose de dynamique. Si on voit André Aubé comme une sorte de bâti de vieilles pierres, il me semble que ça va lui porter encore plus préjudice. Donc, c'est à nous, à tous, hein, de réinventer une succession, c'est-à-dire de le réinscrire dans une recherche dynamique, dans une lecture qui peut être voilà, plus motivante que cette entrée dans une sorte de panthéon littéraire. Si vous voulez, quand on lit Aubé, on a des moments de... Alors, on peut avoir vraiment hein, des moments de rejet, puisqu'on se dit « Oh là, c'est un peu daté ». Prenons Noé, qui est son grand succès. C'est vrai que les onomatopées, moi, me tombent un peu des mains. Marie, ça t'amuse, Benoît, ça l'amuse, c'est parfait, mais moi, je n'y suis pas sensible. Mais par contre, je vais trouver dans les romans, dans les chroniques aussi, dans les pièces, des moments de grande littérature. Et je crois qu'il faut absolument, et c'est pour ça que des anthologies scolaires seraient bienvenues, extraire certains passages de l'œuvre d'Aubé qui sont complètement noyés dans une masse. Par exemple, je l'ai noté parce que j'avais envie de la transmettre aux auditeurs, mais dans Lazare, vous trouvez une phrase de Lazare à Jésus. Donc Lazare revient de la mort et voilà comment il définit la mort. Et je trouve ça somptueux. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment ému. Il dit « Cet arbre devenu charbon, ce présent minéral fait d'un vertigineux passé de végétal pour un futur de flamme et de métamorphose. Voilà la mort, Jésus. » Voilà, on trouve des choses comme ça qui sont dignes d'un grand, grand écrivain. Je ne sais plus quelle était la question, ça y est. Je suis embarquée. Voilà, donc il y a plein de raisons de faire entrer Aubé dans le patrimoine national littéraire, et puis il y a plein de raisons aussi, tout aussi valables, de le faire sortir en fait de ce patrimoine national littéraire et de se l'approprier davantage. Je m'arrête là. Marie, peut-être? Je crois que tu as fait le tour. Moi, je sais que j'ai été, et j'ai consacré ma contribution à l'enfance parce que je l'ignorais en fait avant de découvrir Aubé, que Aubé est une mine hein, pour travailler sur l'enfance. Je crois que rares sont les écrivains qui ont été aussi fidèles à l'enfance qu'Aubé. Et Aubé ne cesse de se nourrir comme s'il avait, durant son enfance, c'est pour ça que je le trouve très proche de Colette sur certains points, il avait emmagasiné une sorte de capital de sensations, d'impressions, et qu'il les déployait tout au long de son œuvre. Et je suis très sensible à la manière dont il travaille l'enfance, au sens propre, mais aussi au sens plus métaphorique, parce que moi j'ai lu Une fille pour du vent comme vraiment aussi un deuil de l'enfance. L'enfant, c'est une réécriture du mythe d'Iphigénie.
Non, elle renvoie à l'enfance d'Aubé parce que Aubé, quand il était enfant, se demandait mais comment cette petite fille a-t-elle pu subir l'expérience, a-t-elle pu affronter l'expérience de la mort? Et comme s'il était fidèle à cette énigme existentielle, à ces questions de c'est pourquoi, c'est comment qu'on se pose quand on est enfant, il reprend cette question et il décide d'y répondre à sa manière en écrivant Une fille pour du vent. Et le vent, le souffle, c'est ce qui reste de l'enfance, hein, puisque l'enfance, comme tout le monde le sait, c'est ce qui reste et ce qui part. Et donc, je retrouve cette nostalgie qui est vraiment quand même une caractéristique de l'œuvre d'Aubé, avec des images, voilà, des images très poétiques, parfois, il est vrai, noyées dans une prose plus académique, mais c'est vrai qu'il y a des pépites, il y a des images qui restent dans la mémoire des lecteurs et des lectrices. Je peux aussi ajouter une dernière chose, parce qu'on en parlait hier au téléphone avec Marie, on travaille beaucoup par téléphone et par mail, et Marie me parlait de l'odeur de l'enfance. Aubé avait développé cette idée qu'il y a une odeur de l'enfance. Alors je voudrais demander aux auditeurs, hein, en pensée, de se demander quelle est l'odeur associée à leur enfance. Moi, par exemple, c'est l'odeur de l'herbe coupée. Et juste après notre entretien téléphonique, je me baladais, j'avais toute cette odeur de printemps et ça, c'est mon enfance. Donc voilà, Aubé est très très proche de ses lecteurs. Si un jour on a le temps, il serait superbe de publier la correspondance d'André Aubé. La correspondance d'André Aubé avec Jacques Copeau, parce qu'il y a de très très belles pages et parce que c'est toute une histoire théâtrale qui est là. Et puis la correspondance d'André Aubé avec Marie-Hélène d'Astey. Elle est sublime, hein. Elle est vraiment sublime. Voilà, il y a encore plein de choses à faire, hein, sur André Aubé. Oui, on a lancé des pistes, il y a du travail, hein. Et surtout, si certaines personnes veulent nous rejoindre, on est tout à fait partante, hein, je crois. Les starting blocks. Voilà, Oui. il faut absolument s'emparer de cette œuvre-là, soit pour l'enseigner en classe, soit pour publier une correspondance, tout simplement pour prêter l'ouvrage à un ami, enfin plein de petites initiatives comme ça, ou simplement découvrir l'œuvre d'Aubé en allant à la bibliothèque de Douai et en allant lire quelle œuvre. Marie, tu conseillerais quelle œuvre comme ça là? Moi, c'est parce que je l'ai lu plusieurs fois, je pense, mais aussi parce que j'étais assez séduite par le dispositif de la fenêtre. J'avoue que le fait de ne pas voir Jeanne d'Arc, alors que voilà, c'est pour moi c'est vraiment c'est une icône Jeanne d'Arc, donc on la voit dans les films notamment, c'est très visuel, etc. Et le fait de choisir de prendre de faire le choix de ne pas la montrer et de montrer qu'elle se dérobe sans cesse et de donner le point de vue à cette famille, ce déplacement, en fait, je le trouve très caractéristique de l'écriture d'Aubé. Et ensuite, je le trouve intéressant. Et puis, comme je disais, Une fille pour du vent qui gagnerait, par exemple, à être étudiée dans une séquence sur la réécriture d'Iphigénie ou sur la réécriture des mythes, etc. Je pense que Aubé gagne en fait à être mise en dialogue avec d'autres écrivains, y compris des écrivains contemporains, parce qu'on disait tout à l'heure que les mythes, etc., c'était daté. Bon, quand on voit toutes les réécritures d'Antigone qui sont publiées ces dernières années, je pense que c'est un filon inépuisable. Donc, ce serait quand même voilà, intéressant de le mettre en dialogue avec d'autres auteurs, à la fois contemporains d'Aubé et puis des auteurs contemporains de nous. Vous évoquiez à très juste titre la quasi-inaccessibilité des textes d'André Aubé. Effectivement, même les éditions Miroir sont maintenant une rareté. Très belle édition du Joueur de Triangle. Mais vous aurez l'occasion de découvrir sur la chaîne YouTube du réseau 3 séquences de pièces de théâtre qui ont été interprétées par des étudiants du cours d'art dramatique du Conservatoire de Douai. Donc, ce sera une petite accroche aussi, petite découverte du jeu d'André Aubé. Je n'ai pas pour l'instant repéré de questions sur le chat, mais j'invite les auditrices et auditeurs qui nous suivent de pouvoir poser maintenant leurs questions s'ils le souhaitent.
en live ou par le chat. Pendant ce temps-là, je me permets d'ajouter qu'effectivement, Une fille pour du vent, c'est une pièce magnifique. Et ça n'est pas du tout daté. La question d'Iobé, c'est comment une petite fille accepte de rester debout et de cheminer comme ça vers la mort. Et Marie montre très bien dans son étude que le thème de l'enfant, de l'enfant mort, de choses qu'on n'aborde pas aussi facilement que ça, Aubé s'en saisit et, et livre de très belles réflexions. Donc oui, effectivement, dans le cadre de master de recherche, il y aurait des choses à faire sur la réécriture du mythe. Il y aurait des... Et pour... Nous avons pas. Vas-y, Marie, pardon. Excuse-moi, nous avons une question de Geneviève Tricoté, mais tu peux terminer. Pardon. Oui, sur cette mort, c'est vrai qu'il hante l'auteur. Je crois que Sophie et moi, encore lors d'une de nos nombreuses discussions téléphoniques ou mélistiques, on se disait qu'on était aussi frappé par la manière dont il déclinait la mort, parce que effectivement, la mort tragique, mais par exemple, quand on lit L'enfant inquiet, donc, qui est un récit d'enfance d'Aubé, moi vraiment j'ai trouvé ça, la mort peut être évoquée de manière assez drôle, parce qu'en fait il nous raconte qu'il a été en quelque sorte un peu traumatisé par sœur Antoinette qui leur parlait de la mort dès 3 ans, et puis qui ensuite il nous parle de l'histoire sainte théâtralisée qu'il avait à l'école, et puis qu'il s'adonnait comme ça au sacrifice dans la cour de l'école, et puis que ça avait parfois tourné un peu à l'accident. Et je trouve qu'il a une capacité, voilà, c'est encore cette écriture des contrastes et des ruptures, et il a une capacité à s'approprier un thème et à le décliner à travers différents registres. Voilà. Et là, je pense qu'on peut s'en rendre compte que si voilà, on a une approche transversale et une approche panoramique de l'œuvre, et du coup, la rupture qu'on a souvent faite entre romans d'un côté, qui seraient les romans douésiens, plus autobiographiques, plus personnels, et puis le théâtre qui serait du côté de la grandeur, de l'universalité. Cette binarité, finalement, quand on découvre l'œuvre dans son ensemble, on peut la remettre un petit peu en question, et elle s'estompe finalement parce qu'on est plutôt dans la réécriture. En fait, pour revenir à la thématique du lecteur, Aubé est un lecteur de lui-même. Hein. Il est dans la rétro-lecture, il se relit lui-même, du coup il se réécrit. Hein. C'est ce que Sophie nous a expliqué tout à l'heure, notamment pour Don Juan, pour cette longue campagne d'écriture. Mais cette circulation d'épisodes biographiques est vraiment intéressante à étudier chez Aubé. Voilà, je passe la parole à Geneviève pour sa question. Merci. On n'entend pas pour l'instant. Le chat. On ne vous entend pas, madame. Et pourtant, on a très envie de vous entendre. Alors, en bas à gauche, vous pouvez activer. Alors, la question, par quel ouvrage accessible peut-on commencer la découverte d'Aubé? Merci Geneviève. Une pièce de théâtre, peut-être, Marie, non? Parce que c'est court. Oui. Moi, je me disais, ayant longtemps enseigné au collège, des extraits peut-être de 800 mètres, comme je sais que j'avais un jeune public très intéressé par le sport, des extraits de 800 mètres. Sinon, oui, le joueur de triangle pourrait être donné au lycée, moi je trouve, en tant qu'écrit autobiographique. On a une initiation sentimentale, on peut travailler aussi sur les métaphores musicales. Oui, tout à l'heure j'ai évoqué Une fille pour du vent.
ou une fille Ouais. pour Diamant serait peut-être… Ouais. Et L'homme de cendre pour tout le monde, je pense, puisqu'on a tous lu Don Juan. Oui. Et on voit bien la réécriture qu'en propose Aubé. Il me semble que c'est pas la meilleure de ses œuvres. Ça n'a pas l'originalité de La Fenêtre ou du viol de Lucrèce, où on parle du viol de Lucrèce, mais à travers la figure de deux récitants. Mais il me semble que L'homme de cendre, non seulement parce que la pièce, elle est disponible, elle a été publiée 2 fois, il me semble qu'elle est… Oui. Ou alors, ce qu'on peut se faire, c'est prendre les chroniques d'Aubé de l'Impartial français en 1924, comme l'a fait Françoise Bruno, et chaque jour, vous lisez la chronique du jour d'André Aubé. Comme ça, vous êtes dans les années 1924 et vous êtes dépaysé, puis vous entrez dans la langue d'Aubé, puisque l'intérêt d'Aubé, c'est quand on manque de mots, quand on manque de langue, il est là. Voilà, donc on peut aussi avoir cette expérience-là. On peut aussi lire Aubé contre Aubé, et c'est-à-dire le provoquer et lire La souriante Madame Bedet. C'était une expérience vraiment agréable de lire cette pièce. Je pense aussi à l'analyse qu'en propose notre collègue Thibaut Casagrande, parce que Thibaut Casagrande est spécialiste des études de genre, des gender studies, et justement le sourire de façade de l'héroïne, qui est aussi une forme de résistance contre la gauloiserie de son mari. Je pense que ça peut, voilà, il y a un éclairage en tout cas très intéressant que propose notre collègue, qui peut aussi tirer cette pièce du côté de la modernité et de nos préoccupations contemporaines. En fait, il faut tout lire, madame, il faut tout lire. Et Geneviève nous dit merci beaucoup. Voilà. Eh bien, nous avons presque atteint, nous avons déjà atteint l'heure, donc je vais vous laisser peut-être conclure cet entretien très très riche sur André Aubé. J'ai déjà eu quelques remerciements par le chat. Donc Sophie et Marie, je vous laisse le mot de la fin. C'est plutôt le mot du début, puisque Oui. tout est encore à faire. Moi, je tiens vraiment à remercier cette initiative Résonance et puis ta présence, Jean, qui nous a permis d'entreprendre ce travail. Je crois vraiment que André Aubé est un auteur qui est peut-être tombé dans l'oubli, mais qui, à son époque, était tout sauf un inconnu. Et ça, je crois que l'intérêt de cette séance, c'est de se rappeler qu'on ne peut pas, avec ce regard rétrospectif, il faut essayer de lire Aubé en se disant que c'est un auteur majeur et que parfois il a des pièces comme ça qu'il écrit quasi sur commande, hein. Il est vraiment dans son temps. Et ça, c'est très très beau de revenir dans le temps d'un auteur. Donc, il me semble qu'entre 1892, naissance d'Aubé, et 2021, 20 avril 2021, il y a des choses qui se sont passées. Et je crois bien que la vie littéraire des œuvres d'Aubé va se poursuivre. Alors, on verra comment, mais il me semble qu'il n'est plus seul, mais on voit bien qu'il y a un passage de relais entre l'effort qu'a fait Josie Aubé pour honorer la mémoire de l'œuvre de son mari, et puis l'effort qu'une quinzaine de contributeurs vient de faire, dont toi, Jean, pour mettre en œuvre ce travail qui est collectif. Hein. Encore une fois, nous parlons à travers la voix nous portons la voix de tous ces contributeurs qui ne sont pas seulement basés en France, hein, qui viennent aussi de Suède ou encore du Canada. J'inviterai également tous les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses à aller du côté d'Aubé, justement parce qu'il n'y a pas de spécialiste d'Aubé. Aurélie de Vauchel nous a très poliment présentés comme des spécialistes d'Aubé. Nous ne sommes pas des spécialistes d'Aubé, tout simplement parce qu'il n'y en a pas, puisque c'est un auteur justement méconnu ou mis en oubli, et que justement c'est en fait très très stimulant de travailler sur un auteur sur lequel il y a encore peu d'écrits théoriques, et on a une grande forme de liberté aussi pour être aussi audacieux
Kobe l'été, et voilà, à tester, à formuler des hypothèses, à proposer différents éclairages sur cette œuvre. Je pense que c'est vraiment un terrain très stimulant pour les recherches. Il me reste à vous remercier, Marie et Sophie, pour vos contributions, pour vos échanges très pertinents, pour la réalisation, la publication des actes du colloque aussi, qui est un prochain rendez-vous peut-être pour nos auditeurs. Et je laisse la parole à Aurélie pour nous donner la suite du programme du Festival Résonance. Merci encore à vous et merci aux personnes qui ont assisté à cette conférence.